Et quand elle m'a pris dans les bras, ça a été un moment de réconfort. De me dire, voilà, presque comme si elle me pardonnait alors qu'elle n'a rien fait de mal. Ça a été très dur, ouais. Ce qu'ils ont vu à la télé, ils se disent, voilà, ça c'est la Cindy. Non, non, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, j'ai bien été manipulée, bien été dirigée par la prod. La prod, ce sont des professionnels. Ils savent exactement où ils veulent en venir avec vous. Ils savent ce qu'ils doivent vous faire chanter, comment, quoi. Ils ont déjà leur scénario dans la tête. Je sais que la prod avait déjà bien manipulé tout ça. Ouais. Et là, je me dis, voilà, ma vie est finie. Voilà. Comment on peut tuer une personne en un claquement? Allez. T'as voulu disparaître? Oui. Oui, j'ai pensé souvent quand mon mari partait au boulot, je me disais, mets fin à tes jours. Oui, j'y ai pensé. Je souhaite ça à personne, de vivre ce que moi j'ai vécu, et ça a duré pendant plus de 15 ans. Rien n'est plus fort qu'être en scène, petite chenille. Je rêvais déjà de ça, exister, montrer à ceux que j'aime ô combien tout ça était écrit en moi. Les filets qu'on me tend, les pièges de ces gens, les obstacles au devant, je passe au travers. Je la connais, hein? Mais bravo! Mais bravo à Mais toi! écoute, si j'ai besoin d'un choriste, je sais où le trouver. Tu fais appel à moi. Cindy Sander, quel honneur pour Ouais. moi de te recevoir, de pouvoir partager cette interview qu'on va faire ensemble avec toute ma communauté. Merci de nous honorer de ta présence. Comme beaucoup, je t'ai suivi depuis longtemps maintenant, depuis des années à la télé. On t'a tous connus au travers de La Nouvelle Star. C'était en 2008. C'était sur M6 dans ton livre De l'ombre à la lumière qui est sorti en 2020 et qui est toujours très actuel. Tu expliques ce gros buzz énorme qui t'a dépassé à l'époque. Rappelons-nous qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Non. Tu parles de manipulation dans ton livre. J'aurai des questions à ce sujet-là. Mais Cindy Sander, pour moi, c'est surtout l'image et l'histoire d'une muse. Oui. Au-delà d'une jeune femme qui a été moquée à l'époque, c'est une muse qui a eu la chance de travailler, d'évoluer pendant plus de 10 ans aux côtés d'un des plus grands couturiers de la planète qui s'appelle Thierry Mugler, Oui. qui nous a quittés depuis quelques années. Tu étais la star, sa star d'un spectacle The Wild en Allemagne, un spectacle à plus de 10 millions d'euros. Et c'est juste incroyable ton évolution, Cindy. Est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi tu as accepté mon invitation? Alors, personnellement, c'est vrai qu'en ce moment, je me fais un peu discrète à la télé parce que j'ai plus envie de faire tout et n'importe quoi. Je pense que dans la vie, il vaut mieux se faire un peu discrète et faire des choses qu'on aime et des choses qui vont nous apporter quelque chose de bon. Et c'est vrai que j'ai décidé de venir ici parce que j'avais envie de rentrer plus dans l'intimité des choses. Je savais qu'on allait partager des choses un peu plus intimes. Je pense aujourd'hui qu'il est temps aussi de dévoiler la nouvelle Cindy, de dévoiler mes blessures et puis surtout de faire comprendre aux gens que ça n'a pas été un parcours facile et je pense que rien de mieux que de venir chez toi pour évoquer tout ça. Oui. C'est gentil. Merci Cindy. Cindy. Qu'est-ce qu'on t'a proposé depuis toutes ces années? Pourquoi on t'a pas revu dans des émissions à la télé? Ça m'étonne. Alors déjà, comme je le dis, j'essaie de me faire pas trop voir en télé dans différents programmes. J'essaie vraiment de sélectionner les émissions, les programmes que je fais. C'est vrai que là, dernièrement, on m'a contacté pour faire Incroyable Talent. D'accord. Voilà. Donc sur M6. Sur M6. J'ai refusé parce que voilà, c'est pas du tout quelque chose que je veux faire aujourd'hui. Je pense que même tout le monde, enfin les gens n'auraient pas compris aussi pourquoi je m'aventure dans cette émission-là. On m'a proposé, qu'est-ce qu'on m'a proposé d'autre On m'a proposé tellement de choses, même des téléréalités. On m'a proposé plein de choses où je me dis, c'est pas moi aujourd'hui. Quel type de télé, par exemple, on t'a proposé? Je crois que c'est Le Reste du Monde contre quelque chose comme ça, ou un truc comme ça. Les 50? Les 50 aussi, voilà. Ah, et aussi, on t'a proposé les Marseillais versus Le Reste du Monde? Oui, on m'avait proposé, ouais. C'est une blague? Non, on m'avait proposé ça aussi. Ah, voilà. Comment tu l'as perçue, cette proposition? Après, c'est vrai que quand on me fait des propositions telles que les 50, par exemple, je me dis, t'as absolument rien à faire dans ce programme.
pourquoi on te demande de faire ce programme? Je suis une artiste à la base. Je comprends. J'ai pas compris. Tu leur as demandé pourquoi? Non, je ne leur ai pas demandé pourquoi, mais je pense que d'après leur discours, c'était vraiment pour l'audience, pour avoir un élément fort dans leur émission. Je pense que c'est un tout, ouais. Ouais. On va revenir sur ton histoire. Je l'ai lu, ton livre, ton ouvrage, qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ». Tu parles de ton enfance, une enfance dont on n'est pas forcément au courant, une enfance qui n'a pas été facile. Tu dis « Je n'ai pas connu mon papa car mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans ». Oui. Alors de prime abord, on se dit, il y a d'autres parents qui se séparent sans que l'enfant grandisse sans connaître l'un d'entre eux. Pour ton cas, pourquoi toi, Cindy, tu n'as pas pu connaître ton papa? Alors c'est vrai que ma maman a déjà eu 10 enfants d'un premier mariage. Ensuite, elle a rencontré mon papa où elle a eu 2 enfants, mon frère et moi. Et c'est vrai que très vite, ils ne s'entendaient plus. Donc ils ont préféré divorcer. Mon papa étant allemand, est partie de nouveau en Allemagne et c'est vrai que je n'ai pas grandi du tout avec mon papa. Je n'ai pas eu cette chance. Papa et maman ne s'entendaient plus du tout après et il y avait vraiment plus de contact. Voilà. C'était un manque que tu avais étant jeune enfant, même si tu avais la présence d'un beau-père? Oui, j'avais un beau-père, mais c'est vrai que voilà, le vrai papa manque toujours et je me posais souvent la question, mais c'est pas, j'en parlais pas à maman. Voilà, je voulais pas la rendre triste. C'est vrai que maman a toujours tout fait pour moi et je voulais pas aborder ce sujet-là. Je voulais pas la rendre triste. Donc c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais toujours ce côté où je me disais comment il est, qu'est-ce qu'il aime. Mais j'ai fait ma petite vie comme ça jusqu'au jour où c'est trop tard. Voilà, c'est juste avant mon 10e anniversaire, on m'appelle et on me dit voilà, ton papa est décédé. Donc là, tu l'avais rencontré? Tu avais renoué un petit peu avec lui? Quelques mois avant qu'il décède, bizarrement, on se demande s'il n'y a pas il n'y a pas d'hasard de toute façon dans la vie. Quelques mois avant, je dirais, maman voit que j'ai un besoin de papa. Et c'est même plus précisément mon beau-papa qui va dire on va prendre contact avec ton papa. Et donc, on va se voir dans un petit bar, dans un petit café. Et c'est assez bizarre parce que je vois ma maman avec mon beau-père et je vois mon papa avec une autre femme. C'est très bizarre. Et je devais avoir 9 ans à peu près. Tu réalisais à ce moment-là que tu rencontrais ton père pour la première fois? Ce qui a été le plus douloureux pour mon papa, c'est de m'entendre dire papa à mon beau-père. D'accord. Qui était donc noir puisqu'il était marocain. Donc ça lui a fait, je pense que ça lui a fait un choc quand je me suis retournée en disant papa. Et mon papa était en face. Tu as pu avoir des réponses à tes questions aussi jeune? Non, je pense pas. Je pense que j'ai pas eu de vraies réponses à toutes mes questions, mais je pense que je vivais le moment présent. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, je ressentais déjà les choses? Mais j'avais vraiment cette impression que c'était un moment unique et qu'il n'y en aurait pas des tonnes. Je sais pas pourquoi. De quoi il est décédé, ton papa, quelques mois après que tu le rencontres pour la première fois? Il a fait une crise cardiaque. Comment tu l'as appris? J'étais en vacances chez ma belle-sœur. Donc, j'étais toute petite à l'époque. C'était quelques semaines avant mon 10e anniversaire. Et donc, je suis en vacances là-bas. Et là, maman m'appelle en me disant « Il faut que tu rentres impérativement ». Et je ne voulais pas écourter mes vacances. Donc, j'étais un peu déçue. Je rentre un peu furax. Et là, maman me demande de m'asseoir et elle m'annonce ce qui va être une... j'ai même pas le mot de la façon dont je peux l'expliquer, mais ça a été pour moi comme si la terre s'effondrait sur moi, parce que je me disais, je viens de rencontrer mon papa, je viens de le redécouvrir, donc pourquoi maintenant? Et ça, je pense que si tu as lu mon livre, tout au long de mon livre, très souvent comme ça, quand j'ai des moments de bonheur ou quand j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un à mes côtés et de pouvoir vivre des moments extraordinaires, très souvent, la foudre, c'est... Ouais. Tu sais pourquoi, avec du recul? Alors pourquoi? Non, mais peut-être avec l'évolution et avec tout ce que j'ai vécu, je me dis que plus je suis dans le domaine spirituel maintenant, je me dis que c'est ma leçon de vie. C'est simplement ma leçon de vie et je dois l'accepter et l'accueillir comme ça. Même avec mes souffrances, ouais. Tu parles du harcèlement
aussi Oui. dans ton livre De l'ombre à la lumière. On ne le sait pas forcément, mais tu as été beaucoup harcelée au collège. Oui. Tu t'étales pas plus que ça Non. quand même. C'est moi qui ressens ça, mais j'ai la sensation que quand tu écris ton livre, ça doit être difficile. Alors, en écrivant mon livre, je vais être honnête avec toi, ça a été ma plus belle thérapie. Et je me suis dit que dans ce livre, il faut que je sois honnête avec mon public, parce que beaucoup de gens pensent que je suis au pays de princesse, de Cendrillon, de bisounours, voilà, j'ai eu une baguette magique, tout s'est réalisé tout seul. Non. Donc je me suis dit, par le biais de ce livre, ça va guérir mes mots et mettre des mots sur mes mots, simplement. Et c'est vrai que ça a été ma plus belle thérapie. Ça m'a aidé à soigner des blessures, à guérir des passerelles de mon corps qui ont été anéanties. Et je me dis que ce livre a été une révélation énorme pour moi, pour me guérir à l'intérieur. Le harcèlement à l'école, ça a été des lourdes blessures pour toi? Le harcèlement a été une blessure très profonde, je dirais même, parce que j'ai toujours été quelqu'un de réservé à l'école, bonne élève. Je faisais ce que j'avais à faire à l'école sans chercher de problème aux autres. Très discrète, très discrète, souvent au fond de la classe. Et puis là, commence un calvaire qui va durer un bon bout de temps, voilà. Et je me fais harceler, alors déjà par 2-3 élèves, voilà, qui à la sortie m'attendent, etc. Parce que j'aime chantonner, parce que j'aime chanter. Donc on se moque un petit peu de moi. Et ensuite, ça va plus loin parce que je vis une période où j'ai un de mes professeurs qui va jusqu'à un point où le week-end, il me voit sur scène et le lundi, il me traite de pute devant tous les élèves. Voilà. Donc ça a été une période très très dure pour moi, très dure, où je n'ai plus voulu aller à l'école. Pardon. Je n'ai la gorge nouée en disant ça parce que ça a été une période difficile où maman ne comprenait pas pourquoi, parce que je ne lui ai pas dit. Pourquoi? C'est un sentiment de quoi? De encore honte? une fois, de préserver ma maman. D'accord. Voilà, pour plein de choses que j'ai dévoilées dans mon livre, j'ai toujours voulu préserver les gens autour de moi. Donc là, je vis une longue période. Au détriment de ta propre santé mentale? Oui, je vais à l'école, maman ne comprend pas pourquoi je pleure, Alors, j'ai jamais fait bleu de ma vie, je précise, mais je suppliais maman pour rester à la maison et elle comprenait pas. Elle ne comprenait pas et j'ai vécu ça, mais vraiment dans le silence. Et c'est très dur, c'est aussi pour ça que je le dis dans mon livre, parce qu'on a trop d'enfants aujourd'hui qui ont vécu le même calvaire que moi, ou peut-être même plus que moi, et qui se disent « je vais rien dire, ça va se passer, ça va se calmer ». Et puis non, ça se calme pas, au contraire, ça s'aggrave. Et je sais que c'est quelque chose qui a mis beaucoup de doute en moi, parce que ce professeur m'a fait douter. Il me disait « t'es qu'une merde, tu vaux rien, t'es une pute, tu fais la pute tous les week-ends sur scène ». Et ça a été très dur pour moi. Donc il assimilait quelque part ton envie de spectacle, ton envie de scène? À de la prostitution. Oui. Et j'étais toute jeune à l'époque. Donc j'étais au collège, donc oui, c'est une période très dure. Et puis là, alors oui, bien sûr, il y a une partie de la classe qui me soutenait, qui était derrière moi, et qui me disait « non, prends pas compte ». Et après, il y a une autre partie, puisque on vit dans une époque... à ce moment-là où les jeunes aiment bien se foutre de la gueule des autres jeunes. Voilà, simplement. Tu as mis du temps aussi, et tu le dévoiles dans ton livre, à parler d'un sujet grave que tu réalisais peut-être pas quand tu étais jeune. Tu vas nous en parler. Tu dis « j'ai vécu des attouchements sexuels d'un de mes oncles étant très petite. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement. Oui. Je lui ai même pardonné pour dire. Oui. Il est décédé. » Alors, ces abus sexuels viennent d'un oncle qui est décédé aujourd'hui, depuis de nombreuses années. Maman aimait bien aller chez eux, boire un petit café. Et là, je suis petite, je suis très petite. T'as quel âge? Je me souviens plus, mais je suis vraiment très jeune, très petite. Et je comprends pas ce qui se passe. Donc la première fois, il me ramène dans le salon. Les mamans sont dans la cuisine en train de boire le café. Et il me ramène dans le salon et il commence à me faire des attouchements. Mais en tant que petite fille, on ne se rend pas compte. Maman avait la manie de... J'étais sa petite dernière de 12 enfants. Elle me mettait des petites robes à froufrou. J'étais sa petite poupée. Donc je pleurais à la maison parce que je ne voulais plus mettre de jupe pour aller là-haut, de petites robes. Alors qu'étant petite fille, on adore les petites robes.
Là, encore une fois, je préserve maman, je ne lui dis rien. Donc la première fois, c'est je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait de mal. Voilà. Je pars à la maison et je pleure. Je pleure dans ma chambre parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression d'avoir que c'est moi. C'est moi qui ai créé ça. Ou je me dis en tant que petite fille, c'est moi qui ai provoqué ce qui s'est passé. Et puis en fin de compte, ça se passe pendant de longues années. Voilà. Et ça va toujours plus loin. Et je fais des crises quand maman décide d'aller chez eux. Et elle ne comprend pas pourquoi. Et je l'ai gardé secret, même vis-à-vis de mon mari, jusqu'à la sortie de mon livre. Je n'ai pas pu en parler avant, j'y arrivais pas. On n'a pas parlé avant 2020 ? Non. Oui. Je ne pouvais pas, parce que pour moi, c'était... j'ai détesté mon corps jusqu'à l'écriture de mon livre. C'est là que j'ai commencé à réapprendre à aimer mon corps. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai souvent pris du poids. Je me cachais derrière... je me disais que c'était ma carapace, voilà. Et j'ai décidé de le mettre dans mon livre parce que je me dis que personne ne doit vivre ça. Personne n'a le droit de subir ça dans l'ombre. Et je me dis qu'il faut que tout le monde le sache. Ça a été dur pour moi de l'écrire et de me dire que mon fils va le lire, parce que mon fils ne le savait pas non plus. Voilà. Donc ça a été, oui, pour moi, ça a été des années de douleur, autant par le harcèlement à l'école que les abus sexuels, où je me dis, parce que j'ai voulu préserver les gens que j'aimais autour de moi, je ne l'ai pas dit. Et ça a été très dur pour ma famille quand mon livre est sorti, parce que beaucoup de gens de ma famille ne m'ont pas cru. Beaucoup de gens, à part ma maman qui m'a pris dans les bras, qui a pleuré, qui s'est effondrée dans mes bras. Mais comment on peut ne pas te croire alors que tu es adulte ? Parce que peut-être certaines personnes de ma famille ont pensé que je voulais faire le buzz avec ce petit jeu-là. C'est la double peine quelque part. Oui, oui. Ça a été très dur pour moi, mais quelque part ça m'a réconfortée quand je l'annonce à maman, parce que je ne savais pas comment l'annoncer, mais la personne avec qui j'ai écrit mon livre, Elisabeth, m'a dit « Cindy, il faut que tu le dises à ta maman avant que le livre sorte. Parce que sinon, elle va être anéantie, parce que c'est vrai que je fais plein de révélations dans mon livre. » Et du coup, j'ai attendu d'être seule avec maman. Et je ne voulais pas le dire devant mon mari. J'avais trop peur de sa réaction parce qu'il ne le savait pas encore. Surtout que cette partie du livre, je l'ai écrite avec Elisabeth, mais sans que Sébastien soit là à ce moment-là. Donc ça a été très dur. Et donc là, j'étais seule avec maman et les mots sont sortis très durement. Voilà, pour moi, ça a été un moment... Ouais, c'est dur de dire à sa maman, voilà, j'ai vécu ça et ça. Et là, maman, moi, j'avais peur de sa réaction. Elle a réagi comment, ta mère ? Elle s'est mise à pleurer et elle m'a pris dans les bras. Et elle m'a dit, pourquoi tu m'as rien dit ? Elle a culpabilisé ? Oui. Elle m'a dit, j'étais une mauvaise mère, Je lui ai dit, non, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute. Parce que j'ai compris que ce n'était pas ma faute au bout du compte. Et j'ai compris que c'était que la faute de la personne qui avait fait ça. Donc de mon oncle. Et j'ai dit à ma maman, je lui ai dit, tu n'y peux rien. Tu n'as rien fait de mal. Et quand elle m'a pris dans les bras, ça a été un moment de réconfort. De me dire, voilà, presque comme si elle me pardonnait alors qu'elle n'a rien fait de mal. Ça a été très dur, ouais. Ça t'a procuré des complexes ? Oui, beaucoup de complexes. Dans le livre, par la suite, il y a eu des séquelles, il y a eu des conséquences, en fait. Oui. On ne peut pas sortir indemne Non. d'un passage comme ça dans sa vie. J'ai détesté mon corps. Je regardais mon corps, je le détestais. J'en voulais à mon corps, alors que mon corps, il n'y pouvait rien. Et t'en voulais à cet oncle aussi ? Alors, j'en ai voulu pendant de nombreuses années à mon oncle. Très longtemps. Tu le voyais en grandissant ? Oui. Ça a été dur pour moi parce que... après, quand j'avais l'âge de dire non, je ne veux plus y aller, donc j'ai échappé à tout ça. Je me suis dit, waouh, j'ai plus besoin de subir tout ça, parce que ça a été un calvaire. Alors, je ne veux pas dire qu'il m'attachait, mais c'était presque comme si j'étais attachée, je n'avais pas le droit de bouger. Il avait un regard très méchant, il était agressif, il était violent même dans ses gestes. Et pour moi, ça a été une épreuve tellement dure à vivre que quand je me dis... le fait de le dire a été presque une libération pour moi. Oui, salvateur. Voilà. Et après, étant dans un domaine spirituel, ça fait maintenant plus de 4 ans que j'éveille dans un domaine spirituel,
où je fais beaucoup de méditation. Et je me suis dit, pour me libérer de tout ce que j'ai appris, toutes les formations dans le domaine spirituel, pour me libérer, ils disent qu'il faut pardonner. Mais pas pardonner avec la bouche ou pardonner avec le cerveau, il faut pardonner avec son cœur. Et ça, c'est dur, c'est horrible. Tu veux dire que tu lui as pardonné à cet oncle ? Oui. Comment dire, j'ai demandé à l'univers de ne plus le remettre dans ma vie, dans une autre vie. Voilà. Si vraiment je devais me réincarner un jour, j'ai souhaité à l'univers de ne plus le rencontrer, mais qu'il repose en paix et qu'il soigne ses blessures. Voilà. Et pour moi, pour pouvoir guérir, j'ai dû pardonner. J'ai dû me pardonner surtout, d'avoir cru que j'étais coupable, d'avoir cru que j'étais fautif, d'avoir cru que j'étais moins que rien, d'avoir cru que j'ai provoqué... Voilà, on est dans un état d'esprit, et c'est pour ça que je le mets dans mon livre, parce que je veux faire comprendre à tous ces jeunes que on n'est pas fautif du tout, c'est pas notre faute, on n'a rien provoqué du tout. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent faire ? Parce que je crois que quand on est aussi jeune, Oui. un enfant, il ne va pas voir forcément un très jeune enfant ton discours aujourd'hui. Alors, il faut expliquer aux enfants, c'est ce que moi j'ai fait avec Enzo, depuis tout petit. C'est ton fils ? Oui, Enzo, c'est mon fils. C'est de lui faire comprendre, simplement de lui dire, voilà Enzo, si un jour quelqu'un vient, commence à te frotter, il faut parler ouvertement avec les enfants. C'est très important. Très, très important de pouvoir leur expliquer que personne n'a le droit de toucher le corps d'un enfant. Voilà. Et par le biais de mon livre, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Cindy, grâce à toi, j'ai pu mettre des mots sur mes mots et j'ai pu guérir mes blessures aussi. Et ça me fait plaisir de me dire que peut-être mon livre a été quelque chose qui a pu aider les gens. Voilà. Tu parlais de ton mari, Sébastien. Alors, tu le décris souvent dans ton livre comme ton mari, ton amant, ton ami, ton frère, ton tout. Hein. Mon jumeau. Ton jumeau, on est d'accord. Tu dis, nous avons vécu des années chastes avec Sébastien. Il ne m'avait pas quitté simplement parce que nous ne pouvions pas coucher ensemble, ce que d'autres garçons à sa place auraient fait. Tu avais quel âge pendant ces années chastes ? Alors, moi, j'ai rencontré Sébastien, j'étais toute jeune. J'avais même pas 14 ans. Voilà. C'est mon premier amour. Il est mon premier amour. Hein. J'ai jamais été avec un autre homme, il n'a jamais été avec une autre femme. Et c'est vrai que on a mis tout de suite sa maman dans la confidence, on lui a dit, etc. Mais ma maman était très très stricte, voilà. Mais d'ailleurs, je la remercie aujourd'hui, voilà, d'avoir été si stricte et de m'avoir autant protégée, parce que je pense que c'est grâce à tout ça que mon couple est si merveilleux aujourd'hui, parce qu'on s'est vraiment désiré, c'est vraiment le mot. Et puis, c'est la maman à Sébastien qui a dit « il va falloir le dire à ta maman ». Voilà. Et donc, elles étaient copines parce qu'elles faisaient de la radio ensemble. Mais bon, ma maman se doutait un peu que Sébastien avait un petit faible sur moi. Et puis, un jour, on s'est réunis à table et on a fait ça sous forme de jeu, où Sébastien a dit « j'ai quelque chose à vous annoncer ». Et maman a dit « stop ». Elle a pris un papier, un stylo, elle a dit « bon, je vais noter, si c'est ça, je te le montrerai. Si c'est pas ça, je le mets à la poubelle. » Et elle a marqué Cindy et Sébastien. Et donc, Sébastien était dans un état pas possible. Je crois qu'il était au bout de sa vie. Et voilà, et puis il lui dit, voilà, je suis amoureux de votre fille, mais je vais la respecter, je vous promets, je vous promets, je vous promets. Et donc, maman sort son petit billet. Et là, elle le regarde droit dans les yeux. Elle le pointe du doigt et elle lui dit, voilà, tu peux aller avec ma fille, mais tu as intérêt à la respecter pendant 2 ans. Chose qu'on a fait. Voilà. Ah oui, de toute façon, on l'apprend, on le découvre dans ton livre. Tu es une jeune fille, tu es une jeune femme qui respecte énormément les règles. Je respecte trop les règles. Je pense que c'est bien et c'est pas bien. Voilà. Et c'est vos propres mamans respectives qui ont organisé votre première fois. Exactement. C'est assez cocasse quand même. Exactement. Donc, on attend les 2 ans. Après, bon, on ne va pas se mentir, hein, on est tous des humains et on est devenus de plus en plus proches avec Seb. Et je me suis dit, non, autant... j'ai promis à maman et je ne veux pas la décevoir. Donc, j'en ai parlé d'abord à ma belle-maman. Et ma belle-maman m'a dit, voilà, il faut que tu sois honnête avec ta maman. Voilà. Et ça a toujours été comment dire, comme un petit pilier pour nous. Et puis voilà, j'en ai parlé à maman. Donc là, maman me dit, ah non, tu vas encore attendre 1 an. Donc ça, c'est un peu ma maman. Et là, je lui dis, non maman, je lui dis, voilà, j'ai respecté tes règles. Et maintenant, voilà, c'est soit tu me tends la main et tu acceptes,
Voilà, soit voilà. Et puis, ça a été très marrant parce que les mamans organisaient un petit repas, chandelle. C'était merveilleux. La maman de Sébastien y allait chercher des fleurs, du champagne. Enfin, c'était tellement... On avait l'impression que c'était un film romantique. Et puis, ma maman vient me faire encore un dernier bisou. Au revoir, mon petit bébé. Et elle part chez la maman de Sébastien. Voilà, ils ont passé la soirée ensemble avec des amis à jouer aux cartes et tout. Et puis vous n'avez pas joué aux cartes. Oui, nous, on n'a pas joué aux cartes, voilà. Et ça a été une nuit merveilleuse. Et je crois que même dans les films, ça n'existe pas. Tellement c'était beau. Voilà. Et qu'est-ce qui fait, en 2008, que tu décides de participer au casting de la Nouvelle Star, émission rouleau compresseur sur M6? Oui. Alors, c'est vrai que je parcours les castings. Je fais des castings à gogo. Non pas pour être une star, comme certains l'ont dit, mais parce que j'ai envie de vivre de ma passion, simplement. Le chant. Voilà, être sur scène tous les soirs, pouvoir vraiment vivre de ma passion à une échelle plus grande que celle que je faisais déjà depuis toute petite. Puisque dans ma région, je chantais tous les week-ends. Et c'est ta maman d'ailleurs qui t'avait permis d'enregistrer ton premier single. Exactement, La petite fille qui pleure. Donc, et Notre mélodie. Voilà, ça a été la première chanson et le premier disque. Et c'est vrai que voilà, j'avais envie juste, et puis surtout de travailler dans un niveau plus professionnel aussi. Donc, et donc je parcours tous les castings, tout ce que je peux faire en casting. Et là, j'arrive au casting de la Nouvelle Star. Je suis accompagnée d'une équipe de tournage de France 2 à l'époque. Et là, je me dis, voilà, je vais faire ce casting. C'est le dernier et après, on n'en parlera plus. Et le truc, c'est que quelques jours avant le casting, je perds un de mes beaux-frères qui décède. Donc une période très difficile. Et donc je fais ce casting. Donc le casting, vous le connaissez, le casting, c'est on vient me chercher dans une file d'attente de 8 heures. Ouais. Donc on me dit non, t'as plus besoin. On voit déjà mon physique qui était déjà très flashy à l'époque. Eux, ils se sont dit, on va pouvoir en faire une belle casserole, un beau bêtisier, voilà. Et pourquoi ? Et donc, pourquoi ? Je pense que ça a été mon physique, parce que j'ai parlé avec des gens qui ne travaillent plus, mais qui travaillaient à la prod à l'époque, et qui m'ont dit, Cindy, ils cherchaient à l'époque une blonde très Barbie, machin. Ils s'en foutaient littéralement de la voix, c'était vraiment pour faire de la rigolade, quoi. Parce que tu parles de casserole, c'est André Manoukian qui, un petit peu avant les 20 ans de la Nouvelle Star sur M6, là, il y a quelques semaines, a dit il y avait un truc magique dans Nouvelle Star, c'était les Jeux Olympiques avec des athlètes et des baltringues, c'est l'effet casserole, on va dire. Ça, on ne l'a plus jamais vu. Le seul enjeu, c'est de faire côtoyer des casseroles et des athlètes, pas pour se moquer, mais pour que le public s'identifie aux casseroles. La question, je te la pose à toi, Cindy. Est-ce que ce n'est pas pour se moquer ou est-ce que c'est pour volontairement se moquer de certains? C'est totalement volontairement pour se moquer. Déjà, le préjury, c'est pas des gens qui sont dans le milieu, je tiens à le préciser. Tu peux nous expliquer cette histoire de préjury? Tu parles vraiment en détail dans ton livre de tous les dessous de ton casting. Dans mon livre, je donne tous les détails parce que je pense que c'est important aussi de l'expliquer parce que les gens, ce qu'ils ont vu à la télé, ils se disent voilà, ça c'est la Cindy. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, j'ai bien été manipulée, bien été dirigée par la prod. La prod, ce sont des professionnels. Ils savent exactement où ils veulent en venir avec vous. Ils savent ce qu'ils doivent vous faire chanter, comment, quoi. Ils ont déjà leur scénario dans la tête. Moi, petite paysanne, entre guillemets, qui arrive, qui connaît rien au showbiz, et surtout, je viens juste de perdre un de nos beaux-frères, donc je suis dans un état d'esprit pas très bien. Mais je le fais parce que ma famille m'encourage à y aller. Et là, j'y vais vraiment les yeux fermés. J'arrive donc devant un préjury. Donc ça, c'est, je crois, 1 ou 2 jours avant. Donc préjury. Donc qui ne sont pas les membres du jury connus qu'on connaît. Ils sont 3 ou 4. Et ce sont des gens, ça peut... Moi, c'est peut-être méchant ce que je vais vous dire, mais c'est peut-être celui qui a fait le café juste avant ou l'autre. Voilà. Ils n'ont rien à voir avec la musique. Ok. Oui, ils sont là en gros pour... savoir qui va être présenté devant le jury officiel. Exactement. C'est un pré-casting. C'est un pré-casting, sauf qu'ils n'ont aucune compétence musicale. Et ça, c'est important de le signaler. Donc moi, j'arrive devant le pré-jury, sans savoir que c'est le stagiaire, etc. Donc je viens devant eux, et vu que c'était mon dernier casting, je voulais impérativement du soft. Je ne voulais pas dire, voilà, je vais en faire trop, je vais en faire des caisses, machin. Non,
C'était soft. C'était prévu que je chante Shakira on the Need You Close. Donc j'arrive devant ces 3 ou 4 personnes et je leur dis voilà, je vais chanter Shakira on the Need You Close. Et puis là, on me regarde, on me dit oh, c'est trop doux. Non, je vais faire ça. Bon, ok, chante. Alors je chante et à la fin de la chanson, on me dit attends, nous on sait ce que la prod veut, hein, on sait exactement qui va être la personne qui va gagner, voilà, le critère de la personne qui va gagner. Et ils recherchent une blonde comme toi, mais avec une voix, avec du coffre et surtout beaucoup de gestes. D'ailleurs, c'était Amandine Bourgeois qui avait gagné. Qui avait gagné à l'époque, oui, à mon époque. Et donc, bêtement et naïvement, je pense, comme tout le monde, je vais écouter ce qu'on me dit. Et là, on me demande de faire un medley. Et là, on me dit, non, c'est pas assez. Plus. Donc, on me le fait refaire 3-4 fois. Mais avec différentes beaucoup de gestes. chansons. Avec 3 chansons, plus précisément. C'était un petit medley. Je crois qu'il y avait Parle-moi de Nadia. Parle-moi de tes peurs. Oui, exact. Il y avait Mourir sur scène et L'envie d'aimer. Et donc, ils ont fait un mix en fait au montage. Oui, ils se sont dit, bon, on va jouer là-dessus. Et donc, j'écoute bravement, comme une enfant, très sage, comme toujours. Et j'en fais des caisses, ils m'arrêtent 2-3 fois. Non, il faut recommencer. Donc, je refais des caisses et encore. Et là, ils me disent, super, tu sais quoi, t'es sélectionné. Par contre, on va faire venir une caméra chez toi, demain, ou ce soir, je ne sais plus. Ah non, c'était le soir. On va faire venir une caméra ce soir chez toi. On va organiser un faux concert. Je dis, mais on ne peut pas organiser ça. Enfin, si, tu nous laisses faire. Donc, ils ont appelé la mairie. Ils ont réussi à avoir une salle. Ils sont allés dans le café d'en face pour aller prendre du monde. Ils ont rassemblé plein de monde. C'est les vidéos qu'on voit donc, au début de mon casting. Et ils me demandent de rentrer à la maison, de me préparer, d'appeler mes danseuses, etc., etc. Et le montage a tellement été bien fait qu'on a vraiment l'impression que tout ça est vrai. Or, tout ça est faux. Donc, on voit que c'est manipulé de toutes pièces, sauf que moi, étant naïve à ce moment-là, je ne remarque pas du tout que je suis invitée, entre guillemets, au dîner de cour. Je ne le remarque pas. Ni mes proches, ni personne ne remarque quoi que ce soit. Tout le monde me dit, Cindy, c'est ta chance. C'est maintenant. Ta chance, elle est là. Tu l'as attendue depuis tellement d'années, maintenant, c'est ta chance. Donc je fais tout ce qu'on me demande, comme une brave fille, encore une fois. Et là, je sors la phrase magique Cindy, c'est Cindy, Céline, c'est Céline. Mais attention, ça a été coupé au montage. Parce que j'expliquais, parce qu'ils m'ont posé la question on sait que tu adores Céline Dion, est-ce que tu aimerais avoir une carrière à la Céline Dion? Alors là, j'explique, oui, j'aimerais avoir une carrière à la Céline Dion. Mais Cindy, c'est Cindy, Céline, c'est Céline. Je ne serai jamais à sa hauteur, voilà. Et il faudrait vraiment un miracle pour avoir cette chance inouïe, voilà. Et tout ça, on l'a coupé. On a juste mis cette fameuse phrase qui, après, à la télé, va me faire passer pour la prétentieuse. Et ce que le public ne sait pas, c'est que ça a été enregistré au mois de novembre. Ça a été diffusé en février. Donc, tout ce temps, je me dis, en sachant qu'est-ce qui s'est passé, que j'ai été refoulée, etc., je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer pour ma carrière ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Oui. C'est fini, c'est mort pour toi, moi. Tu savais ce qu'avait dit André Manouchian, tu savais ce qui s'était passé devant le jury officiel. Ce qui s'est passé le lendemain devant le vrai jury, pour moi, je me suis dit, mais si seulement il ne me passe pas. Ok, et donc pourquoi avoir fait tout ça pour toi ? Pourquoi avoir contacté la mairie, fait venir les gens du bar d'en face, déplacer des caméramans pour te filmer en dehors de ce pré-casting, te faire le casting si c'est pour ne pas te faire aller plus loin ? Pour se foutre de ma gueule, simplement. Simplement pour se foutre de ma gueule. Qu'est-ce qu'ils te disent au casting officiel, au casting qu'on voit ? Donc devant le vrai jury ? Ouais, qu'est-ce qu'ils te disent ? Alors j'en fais des caisses, voilà. Déjà, on me demande de rentrer et de dire mon nom de famille et mon prénom. Or, j'ai jamais vu de télécrochet où ils disent leur nom de famille avant. Donc moi, on précise bien, dis bien ton nom de famille, il faut qu'on l'entende. Sander. Non, Brown. Ah ok, Brown. Voilà. Et on me dit, voilà, tu n'oublies pas de dire que tu t'appelles Cindy Brown et que tu viens de telle et telle ville. Et je le dis, bêtement, de nouveau, encore une fois. Quel était le but ? Le but, c'était pour que ça fasse bien jaser sur mon dos et que ça m'écrase le plus profond possible. Qu'on me retrouve, surtout. Voilà. Je sais que la prod avait déjà bien manipulé tout ça. Ouais. Et là, je passe devant le jury, comme tout le monde l'a vu. J'en fais des caisses, comme on me le dit. Et là, arrive ce qui arrivera. Et là, on voit ma réaction. Oui. Mais laissez-moi ma chance. Je vous montrerai de quoi je suis capable. Je ne peux pas leur dire, c'est vos potes là qui m'ont dit de faire ça. Je me dis, attends, encore une fois, bravement, je me tais. Et je sors du casting et je fends en larmes dans les bras de mon mari.
Et là, Sébastien me dit, non, ça va pas. Attends, tu avais prévu de chanter telle et telle chanson, maintenant, qui te laisse chanter cette chanson. Donc, c'était la fin du casting, puisque comme l'après-midi, il y avait l'enterrement, ils m'ont même encore accepté d'aller à l'enterrement et de rester plus tard pour me faire mon casting. Donc, vous imaginez un petit peu le contexte. Et donc là, j'arrive et je dis à la prod, voilà, si vous ne me laissez pas chanter le titre qui était prévu, je vous fais un scandale ici. Ah oui, donc tu demandes à repasser devant le jury demande officiel. À repasser et je repasse. Ils acceptent, ils ont Oui. peur de quoi, des vagues? Je pense qu'à mon avis, ils ne veulent pas de scandale plus que ça. Donc, on me dit OK. Donc, je vois des caméras qui commencent ils commencent à éteindre les caméras, à bouger un peu le matériel. Et là, j'arrive et en pleurs parce que, je venais de bien pleurer. J'étais la voix était très sensible. Et je me dis, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre, au point où j'en suis. Et je commence à chanter Underneath Your Clothes. Underneath Your Clothes, la 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 la, avec beaucoup d'émotion dans la voix. Et là, le jury me regarde et me dit, mais pourquoi t'as pas chanté ça? Mais pourquoi t'as pas chanté ça? Et ils sont tous les 4 limite sur le cul. En me regardant, en me disant, mais attends, et ils regardent la prod en disant, mais elle a une magnifique voix, pourquoi? Voilà. Et ça s'arrête là. Et ça n'a pas été diffusé. Et ça n'a pas été diffusé. Voilà. Et le truc, c'est que ça a été enregistré en novembre, diffusé en février. Et donc, il y a un laps de temps où moi, psychologiquement, je me dis, c'est foutu. Voilà, surtout que je faisais toutes les scènes de ma région, je chantais tous les week-ends. Et là, le soir même, mon mari travaillait en usine, donc il n'était pas avec moi. Et là, j'allume ma télé et on me voit avant, pendant, au milieu, après la pub, avant la pub, au milieu de la pub, pendant le générique, après le générique, on ne voit que Cindy Sander. Tu le vis comment, cette diffusion? Je suis seule à la maison. Je suis toute seule à la maison. Et mon mari, au boulot, ses collègues, il reçoit déjà des messages. Ses collègues lui disent, il est en train de se passer un truc avec ta femme. Appelle ta femme d'urgence. Et donc, et là, il m'appelle et je suis anéantie. Je pleure parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu comprends pas ou tu commences à comprendre ce qui s'est Alors, passé? je commence à comprendre que j'ai été manipulée, ça oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi me faire ça? Et alors, le pire va être, dans la demi-heure où l'émission est finie, il y a un acharnement de haine sur les réseaux sociaux. Où je me sur les blogs? Sur les blogs, oui, à l'époque. Il n'y avait pas encore Insta, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tout ça à l'époque, ouais. Et là, mon mari rentre du poste de nuit. Il voit tout ce qui se passe. Il y a je ne peux même plus te dire le nombre de messages que je reçois à la lettre, à la minute. Et là, je me dis, voilà, ma vie est finie. Voilà. Comment on peut tuer une personne en un claquement? Allez. T'as voulu disparaître? Oui. Oui, j'ai pensé souvent quand mon mari partait au boulot, je me disais, mets fin à tes jours. Oui, j'y ai pensé. Mais je ne l'ai pas fait parce que c'est comme s'il y avait, tu sais, je dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie, tu sais, quand ton fils, il t'appelle au même moment, maman. Voilà, c'est, pour moi, ceux qui m'ont sauvée de tout ça, c'est mon mari et mon fils. Ouais. S'il n'y avait pas eu mon mari, il n'y avait pas eu mon fils, je me serais foutue en l'air. Oui. C'est pour ça que je dis, c'est très grave ce qui se passe actuellement. Encore aujourd'hui aussi, dans certains télécrochets, etc., même dans des téléréalités. Je trouve que ça va trop loin. Et quelqu'un qui n'est pas psychologiquement bien soutenu, c'est très dur, c'est très dur. Personne ne peut... Je souhaite ça à personne, de vivre ce que moi j'ai vécu, et ça a duré pendant plus de 15 ans. Mais tu l'as vécu à une échelle incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là. Oui. Moi, je m'en rappelle. Ce buzz, Cindy Sander, nouvelle star, il a duré des mois. Il ne s'essoufflait pas. Oui. On entendait partout en France parler de toi. On m'invitait dans toutes les télés, dans toutes les émissions. C'était incroyable. Oui. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Non. Comment t'expliques quel recul, quel œil tu as sur ce phénomène que tu étais devenu malgré toi? Quelque part, ils avaient fabriqué un phénomène. Ils avaient fabriqué un phénomène, un monstre, un buzz. Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient fabriqué? Pour moi, j'étais un petit peu comme un jouet pour eux. Et ça marchait tellement bien que M6, dans la foulée, m'invite au Prime. Il m'invite au Prime en tant que guest, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait même plus des candidats de la Nouvelle Star.
Très peu se souviennent de la gagnante. Très souvent, on me dit l'année 2008, c'est Cindy Sander. Or, c'est pas moi qui ai gagné. C'est Amandine Bourgeois. Voilà, c'est Amandine. Et quelque part, je m'en excuse, mais je lui ai volé la vedette, mais ce n'était pas volontaire. Donc, ils ont voulu vraiment m'utiliser et ils se sont dit, voilà, on va faire monter l'audience, on va inviter Cindy sur le plateau. Et ça, c'est une semaine après qu'on découvre ton casting. Une semaine après. Donc pendant une semaine, tu vis un enfer. Oui. On est d'accord? Oui. Avec les émotions par lesquelles tu es passé, que tu nous as relatées. Qui t'appelle? Qu'est-ce qu'on te dit? Ben, j'ai la production d'M6 qui m'appelle en me disant on aimerait signer Cindy, lui proposer un single, une carrière, des dates de concert. Mais qu'est-ce que tu te dis là? Mais attends, je me mets à ta place 2 secondes. Je me dis, mais attends, pourquoi est-ce qu'on me montrerait comme ça à l'écran pour me faire signer derrière un single et me proposer des dates de concert? Et ça fait un peu bipolaire. Ouais, Pardon, c'est une maladie, je devrais pas dire ça. Non, mais si, c'est vrai. C'est pour moi, alors, quelque part dans mon malheur, je me dis, waouh. Mais même mes proches m'ont dit, Cindy, là, c'est le moment de rebondir. Ils t'ont jeté vraiment à coups de pied et tu rentres par la grande porte quand même. Donc, je me dis, oui. Donc, ça va très, très vite. Hein. Je signe un contrat M6. On va pas se mentir, il y a de l'argent en jeu, beaucoup d'argent. Ça représentait quelle somme? Je sais plus, je sais vraiment plus parce que c'est mon mari qui s'occupe de tout ça, mais ça a été plusieurs grosses sommes. Donc plusieurs grosses sommes, ça représente aussi des dates de concert à gogo dans toute la France, partout, et ça marchait très bien. Un monde fou partout où j'allais, voilà, du peuple partout. Ensuite, ils vous ont voulu faire des tasses, des t-shirts, Cindy Sander. Ils ont vraiment voulu surfer sur tout ça. Et ça a marché, ça a marché. Et toi, tu te rendais compte de tout ce qui se passait, de pourquoi ils voulaient faire ça à ce moment-là? Est-ce que tu étais un peu plus lucide? Oui et non. Ah. Ouais, oui et non, parce que là, encore une fois, on ne fait pas partie du milieu du showbiz avec mon mari. Pour nous, c'est une chance, alors que ce n'est pas une chance quelque part. Voilà. C'est là que je vais commencer à vivre un tourbillon à je ne sais combien de degrés où je profite de rien du tout. Je ne vois pas les choses passer. C'est la période papillon de lumière. C'est la période papillon de lumière. Je passe de plateau en plateau, de date de concert en date de concert. Je suis obligée de fermer mon entreprise d'anglerie parce que je n'arrive plus à assumer. Il y a trop de choses. Et les choses vont trop vite, beaucoup trop vite. Mais le single Papillon de lumière, il sort combien de temps après la diffusion de ton casting? Il sort très vite. Hein. Ouais. Ah oui, très très vite, dans la foulée. Dans les 15 jours? Oui, ils se sont dépêchés. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé bien avant le prime. Ils m'ont dit, ce soir, tu vas annoncer la sortie de ton single. Tout est allé très vite. Papillon de lumière, je crois que c'est une chanson que tu as reçue par mail, parce qu'à ce moment-là, après ton casting, tu reçois des milliers et des milliers de mails. Exactement. Tu sais même plus dissocier le vrai du faux. Oui. Et on t'envoie ces paroles, on t'envoie cette chanson-là. On m'envoie cette chanson, et c'est vrai que j'en ai eu tellement. Et là, j'ai des amis qui me disent, Cindy, il te faut la chanson. Il te faut une chanson où tu vas rebondir. Voilà. Et là, on me présente Papillon de lumière, et c'était un petit peu, comme on faisait à l'époque de l'école, hip tip tap, c'était un peu ça. Hein. Ouais. Et donc, j'accepte cette chanson. Mais sans imaginer le pourquoi du comment, moi qui étais même déjà à l'époque, j'aimais les chanteuses à voix, je ne me rends pas compte que là, encore une fois, c'est pour rebondir, mais d'une façon un peu rigolote aussi. Et là, au moment où le single sort, c'est là où ma famille m'arrête, surtout mon mari, il me dit, voilà, maintenant, il va falloir jouer. C'est là où on me le dit. Donc, c'est là où tu apprends à jouer un peu de l'image qui t'a été donnée. Exactement. Pas l'image que tu voulais, l'image qui t'a été collée. C'était pas l'image que je voulais, mais mon mari me dit, Cindy, maintenant, il est important de jouer. Si tu joues pas maintenant, c'est fini pour toi. Donc, à toi de voir. Soit tu veux jouer et peut-être réussir à aller au bout de tes rêves, ou soit maintenant, t'arrêtes tout maintenant. Mais et t'acceptes. Tu vas sur le prime. J'accepte. Là, on te donne une loge. Oui, une loge de star. T'as ce que tu veux. Aucun des candidats qui est là à cette loge, même les autres candidats étaient un peu, pas très contents. Je reçois des fleurs dans ma loge, je reçois du champagne. Enfin, je suis accueillie tel Maria Carré. C'est bien le mot. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es sur ce plateau? C'était au pavillon Baltard. Hein. Oui. Face au jury qui t'a recalé, face au public, avec ton single qui t'ont produit, tu te dis quoi? Quelque part, au fond de moi, je me dis, voilà, c'est ta récompense. Profite, vis l'instant présent, peut-être que demain, c'est fini. Par contre, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et j'arrive même pas à me projeter.
Mais dès le lendemain, c'est un rebondissement encore plus que ce que j'imaginais. Mais c'était un nouveau buzz, ce single. Il y avait eu le buzz de l'épisode de La Nouvelle Star, le fameux où on te découvre le casting. Oui. Et il y a le buzz de Papillon de Lumière, le buzz du Prime, le buzz derrière du single. Oui. Enfin, je sais pas pour vous, mais... Ça a enchaîné des buzz. Moi, avant de sortir en boîte de nuit, je le mettais, quoi. C'est ça. Mais bien sûr. Mais tout le monde dansait dessus. Hein. Tout le monde s'est moqué de Papillon de Lumière, mais tout le monde dansait dessus. Ah bah moi, je la connais par cœur. Encore aujourd'hui, lors de soirées, même dans une soirée gay, tu peux être sûr que Papillon de Lumière sera diffusé automatiquement. C'est incroyable. Donc, t'enchaînes 3 buzz en 15 jours. Oui. En 2008, alors qu'il n'y a même pas les réseaux sociaux. Oui, il n'y a pas de... Je pense que si ça... Ouais. Aujourd'hui, oh là là, mon Dieu, je pense que je devrais avoir les pieds bien accrochés au sol pour vivre ça aujourd'hui, hein, si je devais vivre ça aujourd'hui. Et c'est au moment où on te propose d'enregistrer un deuxième single, je crois, qui s'appelle... Alors, ils veulent te faire enregistrer une chanson issue d'une de tes phrases cultes, malgré toi. Cindy, c'est Cindy. Exactement. M6 me convoque pour signer un nouveau single. Et on me fait écouter... on me montre des textes. Et le titre, c'est « Cindy, c'est Cindy. Céline, c'est Céline ». Ah. Et là, je me fous un petit peu de Céline dans cette chanson, etc. Et là, je dis non, stop. Et pourtant, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et tu refuses. Oui. Et je sors de ce rendez-vous, j'en pleure. J'en pleure parce que je me dis, voilà, encore une fois, alors est-ce que j'ai bien joué ou pas ? Mais mon mari si tu veux, dans toute cette histoire, c'est souvent mon mari qui m'a relevée, qui me disait, tu vas y arriver, ça va bien se passer, il va se passer ça et ça. C'est pas évident à ce moment-là parce que je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Ça a toujours été les montagnes russes, c'est-à-dire il se passait un gros événement, bim, plus rien, bim, plus rien. Mais c'est que tu es frustrée aussi parce que tu le dis dans ton livre, on t'impose quelque part de chanter en playback. Oui. Toi, tu n'es pas une chanteuse de playback. Non. Voilà, toi, tu es une chanteuse de l'instant. Je me suis même ennuyée sur scène. Après, à un moment donné, à force de faire des dates de concert avec M6, je me suis ennuyée. On te demande de cultiver une chevelure blonde très imposante. Sur le shooting pour Papillon de Lumière, on te change ton vernis, on te le met rose. En rose fluo. Voilà, comme pour, en gros, te façonner une image. Exactement. Il y a une ingérence dans ton art. Oui, exactement. Et puis même, je me perds complètement. Après, quelque part, ce qui m'a fait tenir, c'est le public. Je pense que s'il n'y avait pas eu tout cet élan d'amour que je ressentais chaque soir sur scène, je pense que j'aurais déjà claqué la porte depuis très longtemps. Malgré le traitement de l'image, malgré le côté non sérieux de ce qui pouvait te faire interpréter, le public... Alors qu'on est en 2008 dans une période où la télé aime se moquer, commence à se moquer beaucoup de candidats et c'est toléré, ben le public pour toi s'insurge. Oui. Ouais. Ça c'est dingue. Et là, il y a une vraie mobilisation derrière. Alors, il y a quand même, on va dire, c'est miche-miche. Hein. Il y a quand même ceux qui se foutent bien de ma gueule et il y a vraiment le public qui est derrière et qui se mobilise un peu, telle une pétition, tel un acharnement aussi contre tout ce qui se passe. Il y a Yann Barthès aussi, qui à l'époque est animateur du Grand Journal, il prend ta défense. Oui. Hein. Comment tu le vis ça ? Parce que... Alors, je pense d'abord qu'il prend ma défenne un peu dans le côté un peu rigolo. Ouais. Second degré, oui, voilà. moqueur ? Oui, je pense qu'il a voulu en jouer, mais il ne s'attendait pas à l'ampleur que ça allait prendre. Il veut te réhabiliter en fait. Hein. Oui, il a envie de surfer sur le truc, mais sans savoir vraiment comment ça va... Voilà, mais le truc va prendre très vite. Oui, et ironie du sort, des années après, pour le spectacle de Thierry Mugler, tu fais le plateau de Quotidien. Exactement, hein ? Exactement, ouais. Je me permets. Ouais. Oui, ouais, c'est... Après, moi, je dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie, et pour moi, c'est des moments forts qui quelque part, m'aident encore aujourd'hui, en me rappelant certains moments et en me disant, voilà, Cindy, maintenant... Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. J'y pense, André Manoukian a dit dans une interview que selon lui, tu devrais ta carrière quelque part à Yann Barthès par rapport à la mise en lumière, mise en avant qu'il a fait par la suite à l'issue de la diffusion de ton portrait. Est-ce que tu estimes devoir ta carrière à Yann Barthès ? Alors à Yann, je le remercie déjà, mais après non, je pense pas. Je pense que ça a alimenté un petit peu tout ça. Oui, ça a mis un petit peu... voilà... un peu d'huile, un peu de paillettes dans tout ça. Mais non, après, je pense que les choses étaient déjà faites, mais que ça a juste, voilà, ça a poussé un peu le truc. C'est tout. Je t'ai entendu dire
il y a quelques instants. Par la suite, en parlant de cet épisode où on t'a connu pour la première fois dans Nouvelle Star, par la suite, j'aurais connu 15 ans de harcèlement. Oui. 15 ans. Oui, pendant 15 ans, je souffre de cet acharnement que l'on me fait à travers les réseaux sociaux. Parce que ça ne se fait pas dans la rue. Hein. Je ne me suis jamais fait agresser ou même serait-ce qu'un petit mot de travers. Non, jamais, jamais, jamais. Dans la rue, les gens sont tellement agréables, tellement gentils. Et je ne comprenais pas l'acharnement à travers les réseaux sociaux. Encore aujourd'hui, hein, encore aujourd'hui. Mais ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoient des messages sur Instagram et qui me disent « Cindy, je m'excuse. Je m'excuse de t'avoir t'avoir descendu autant, de t'avoir moqué, de t'avoir... et ça me réconforte d'avoir des messages comme ça. » Et André Manoukian, il s'est excusé? La phrase qui tue. André Manoukian, oui, j'ai eu une discussion avec lui. Il m'a bien fait comprendre que la télé reste de la télé et que de toute façon, je suis une artiste et que ça a été magouillé, que ça a été manipulé, que je ne dois pas en prendre compte. Sauf que moi, j'ai quand même souffert pendant 15 ans derrière. Et puis après, il rebondit en disant que je suis un accident industriel. Donc voilà, c'est à plus rien comprendre. Moi, je pense qu'André, c'est quelqu'un qui a envie de faire un peu le buzz et il surfe sur tout ce qu'il peut surfer. Donc quand il voit Cindy en direct, il la prend dans les bras et lui dit « Oh, que t'es belle, ma chérie !» Voilà. Et puis quand il y a un magazine, eh bien, il a envie de se rendre intéressant. Et voilà quoi. Ça reste du grand André. Aujourd'hui, t'es guérie de cette période? Parce que Oui. tu as parlé de 15 ans d'acharnement. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es pleinement guérie de cet épisode? Je ne dirais épisode? pas pleinement, mais je suis guérie et je pense que je suis... Il y a encore un peu de guérison à faire, comme on dit, mais je pense que le plus gros est guéri, oui. Oui. Moi, aujourd'hui, comme je le dis à tout le monde, et c'est sans prétention, je le précise encore une fois, parce que beaucoup de gens prennent ça... Aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à personne. Voilà. Je vis de ma passion, je vis de mon rêve. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Alors aujourd'hui, oui, j'ai des choses en tête, j'ai des idées en tête, j'ai des rêves en tête. Tout le monde a le droit de rêver. Certains rêves se réalisent. Donc, je vis de ma passion. Donc, j'ai rien à prouver à personne. Et si aujourd'hui, un André Manoukian vient me dire « tu as un accident industriel », ça me fait rire parce que j'ai quand même rempli une salle pendant 3 ans avec 2000 spectateurs chaque soir. Donc, si ça, c'est un accident industriel, alors je le souhaite à tout le monde. Et on va en parler justement de cette période, Thierry Mugler. Dernière petite question pour clore le chapitre Nouvelle Star. Il y a quelques semaines, c'était les 20 ans de la Nouvelle Star sur M6 avec 2 prime événements. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi j'étais pas là? Alors, j'ai eu des petites rumeurs, on va pas se mentir. J'ai eu des rumeurs, voilà, de gens qui... Des fouines, on va appeler ça. Je vais pas dévoiler tous mes petits contacts. Où on m'a dit que c'était... en prévision. Ils y ont pensé. Voilà. Ils ont pensé à m'inviter. Et en fin de compte, ils ont décidé de ne pas m'inviter pour ne pas faire de buzz derrière. Ah. Après, tu te doutes bien, Cindy Sander qui est réinvitée sur le plateau de la Nouvelle Star. Mais tous les magazines en auraient parlé. Toute la presse. Moi, j'aurais trouvé ça spectaculaire. Oui, moi, j'aurais trouvé ça un beau geste. Et surtout montrer, voilà, la page est tournée. Parce que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, sont encore dans cette guerre Nouvelle Star, Cindy Sander. Et moi, j'ai tourné la page. J'ai tourné la page aujourd'hui. J'ai tellement souffert. Et le mot, il est faible quand je le dis. Je pars d'un principe qu'aujourd'hui, il faut arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Même les télécrochets, il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens. Il faut si on a envie de prendre des artistes, des chanteurs, ou alors il y a une façon de dire les choses. Mais pourquoi intégrer des gens où on sait? Ils savent déjà d'avance qu'ils vont se foutre de leur gueule. Moi, j'étais devant ma télé le soir, là où il y a eu la rediffusion des 20 ans. J'ai regardé le début, j'ai vite zappé. Parce que ça m'a foutu vraiment les boules, et le mot il est faible, de voir ces gens, encore 15 ans après, voire 15-20 ans après, être ridiculisés encore. Ils sont peut-être mariés, ils ont des enfants, ils ont passé à autre chose. Pourquoi s'acharner encore autant? Pourquoi? Ils n'ont pas remis ton casting? Non, tu t'en doutes bien que non. Tu serais monté au créneau là. Ah oui, là je pense que oui. Et en 2011, alors c'est très bref, c'est très rapide, mais je voulais qu'on ait un petit mot là-dessus. Ça fait partie de ce parcours. Tu participes à la première édition d'une émission qui fera polémique par la suite, qui s'est arrêtée depuis, Les Anges de la télé-réalité. Ah, oui.
Ouais. Aux côtés d'Amélie, Sénat, Astrid, Stevie, Marlène, Cindy, toi, John David ou encore Diana. Quel souvenir tu gardes de cet épisode? Alors, personnellement, moi, j'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Aucun. Ça a été un beau moment quand même, voilà. Un peu dur parce que, éloigné de mes proches aussi. Mais après, une belle aventure quand même. Je peux pas dire une belle aventure. Je suis bien contente d'avoir fait les premières saisons et pas les autres. C'est pas méchant. Mais pour moi, le reste est devenu trop scénarisé. Donc, non, je trouve que la saison 1, c'était la meilleure quand même. Et tu dis dans ton livre, rien ne me ressemblait, spectatrice d'un monde qui ne m'intéressait pas, Ouais. comme l'alcool, la drogue, les coucheries. Oui. Déjà en saison 1, tu voyais de la drogue? En saison 1, surtout que moi, j'étais pas du tout du milieu. Donc pour moi, tout était vraiment nouveau. Je veux dire, les caméras s'éteignaient à une certaine heure et là, c'était... Oh là, voilà. Donc là, qu'est-ce que je faisais? J'allais m'enfermer dans ma chambre et j'essayais de ne pas assister à tout ça parce que même qu'une fois, on m'a demandé de sortir de la chambre parce que voilà quoi. Parce que quoi? Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui aimaient bien s'amuser dans les chambres, voilà. Une partout. Voilà. Donc moi, ça ne m'intéressait pas parce que... d'ailleurs, ils ont organisé un soir une sortie, voilà, où ils sont allés chez une personne spécifique, on le voit dans l'émission, et tu ne me verras pas dans ce moment-là, parce qu'ils m'ont demandé. Et je leur ai dit non, je suis mariée. Voilà, je ne suis pas une prostituée, je ne vais pas commencer à allumer des mecs dans une soirée, etc. J'ai mon mari qui est juste à l'hôtel à côté, et moi, je vais commencer à... Non, je ne suis pas d'accord. Donc j'ai refusé, et cette partie-là, effectivement, je ne suis pas... alors que toutes les filles étaient conviées. Tu voyais de la consommation de drogue? Oui, drogue, alcool à gogo. Et voilà, beaucoup de choses qui, moi, j'appelais pratiquement tous les soirs mon mari en pleurs. Okay. C'était su par la prod? Oui, oui. Ok. Oui. Donc tout ce que tu entends depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, sur les dessous de la télé-réalité, avec des prises de substances illicites, etc., ça t'a pas choqué? Non, ça ne me choque pas du tout, mais je me dis que c'est aussi ramener une mauvaise influence et ça ne devrait pas exister, puisque c'est quand même des programmes qui sont suivis par des jeunes enfants, entre guillemets, des ados. Donc oui, ça devrait être plus surveillé, oui. Mais après, moi, je n'ai pas fait les autres saisons, donc voilà, je ne peux pas témoigner de ce que je n'ai pas vu. Mais de ma saison, oui, c'était olé olé. Comment tu rencontres le roi de la mode, Thierry Mugler? Ouais. Alors, c'est après la Nouvelle Star, je reçois plusieurs mails. Et donc, ma boîte mail, elle commence à déborder parce que j'ai trop de mails. Mon mari commence à ouvrir au fur et à mesure, mais ça devient ingérable. Et puis, il voit un jour assistante de Thierry Mugler. Et il rigole. Il prend ça pour un jeu. Donc, on continue notre petite vie. On reçoit un deuxième mail, un troisième mail. On en a eu plusieurs. Et jusqu'au jour où il a eu un appel. Et là, il me dit, écoute, Monsieur Mugler voudrait te rencontrer. Et comme on avait un rendez-vous sur Paris, il me dit, écoute, tu sais quoi, parce qu'on a vraiment pris ça à la légère, on ne va pas se mentir. Hein. On n'y a pas cru du tout. Et puis il me dit, écoute, demain on va sur Paris, donc on y va et puis on verra bien. On lui a donné rendez-vous dans un tout petit café. On est venu, je crois, 1 heure en retard. En retard devant Mugler. On ne s'est pas excusé. Et ça a fait tout bizarre parce que moi, je croyais vraiment que c'était pas le vrai et que si et que ça. Et puis non, c'était le vrai. C'était lui. Pourquoi Thierry Mugler a posé ses yeux sur toi, Cindy? Pourquoi toi? Pourquoi pas une autre? Pourquoi lui a vu en toi ce que d'autres ne voyaient pas? Je pense qu'il a apprécié déjà ma simplicité. Mugler, c'était quelqu'un qui n'aimait pas regarder la télé. Et parce que moi, j'ai beaucoup parlé avec Mugler, donc c'est pour ça que je peux l'expliquer aujourd'hui, parce que c'est lui-même qui me l'a dit. Il n'aimait pas regarder la télé, il avait une télé dans chacune de ses maisons, mais il ne l'allumait pas. Et ce soir-là, il allume la télé. Donc je dis, il n'y a pas d'hasard. Et il allume la télé au moment où moi je passe. À la Nouvelle Star. À la Nouvelle Star. Et là, il flash sur mes poignets. Voilà. Il regarde mes poignets et il a... Pour moi, Mugler, c'est un visionnaire. Hein. C'est quelqu'un qui voit avant les autres, qui sait se projeter, qui a un potentiel que je crois personne a dans ce monde. Voilà. Il s'arrête sur mes poignets
Et ensuite, il se dit, cette nana-là, c'est comme ça qu'il me l'a dit, elle a un potentiel de ouf, mais c'est un diamant brut. Il va falloir tailler le diamant. Et donc, dès le lendemain, il appelle son assistante pour prendre un rendez-vous avec moi. Et ça va durer très longtemps. Je crois qu'il y a presque un an ou un an et demi qui se passe quand même. Jusqu'à ce que je réponde à... Je m'excuse, mais voilà, c'est comme ça. J'y croyais pas. C'était trop énorme pour toi. Oui, c'était trop énorme. Oui. Entre guillemets, la petite Cindy de la Lorraine, qu'est-ce que Meugler me veut? C'est incroyable, il t'a pas mis dans une case. Il t'a pas collé d'étiquette. Il m'a pas jugée. Et il voulait me voir. Et je me souviendrai toujours que le premier rendez-vous où on l'a vu, il me regarde. Enfin, c'est assez impressionnant de se dire Meugler qui te dévisage de la tête aux pieds. J'étais mal à l'aise. Et la première chose qu'il me dit, il va falloir maigrir. Donc ça, c'était catalogué déjà. Et puis voilà, on s'assoit et on discute très longtemps. Donc ça, c'était juste avant de partir aux Anges de la télé-réalité. J'avais signé mon contrat déjà. Et il me dit, je veux m'occuper de vous. Je veux m'occuper de vous parce que vous êtes une vraie artiste. Vous êtes une vraie sensible et une vraie âme, comme il en existe très très peu. Et vous avez une voix tellement belle, mais il va falloir tailler tout ça. Il va falloir prendre des cours, il va falloir... Et là, bon, j'écoute son discours, mais c'est bizarre parce que pour la première fois de ma vie, c'est comme si quelqu'un derrière moi me poussait en me disant « fais-lui confiance ». Donc même, si tu veux, j'écoutais son discours, mais je ne l'écoutais pas. J'étais déjà projetée, je me suis dit « c'est lui ». Je ne sais pas pourquoi, c'est lui. Et là, il me parle de plein de projets. Il me dit, voilà, si vous êtes partante, je veux vous mettre sur scène. Mais telle une diva, vous allez être métamorphosée, il va y avoir du boulot, il va falloir maigrir, il va falloir faire du sport, il va falloir faire un régime, il va falloir vous relooker. Comme ça, il me dit, vous relooker. Ça va être un long boulot et on va commencer le plus rapidement possible. Et là, je lui dis, oh, je viens de signer les Anges. Et là, il me dit, bon, ok, faites les Anges. Incroyable. Prenez le pognon. Comme ça, il me dit, prenez le pognon, faites les Anges, et on se revoit après les Anges. Et donc, je rentre des Anges, mais je ne l'appelle pas tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Il se passe un petit moment, et en fin de compte, il nous relance. Et là, le premier vrai rendez-vous, je me dis, waouh, il me parle de plein de choses, il me propose des coachs, et là, le vrai rythme va commencer quelques mois après. Et ça va durer 3 ans. Cette période de oui, cours, de relooking. Ouais. Tu vois, tu parles de transition. Oui, de transition. C'est une vraie transition. Ça a dû être difficile quand même, 3 ans un petit peu recluse. Ça a été très dur pour moi parce que j'ouvrais les magazines et ça disait Cindy Sander est morte, c'était bien le mot. Cindy Sander n'existe plus, Cindy Sander n'a plus rien, Cindy Sander a tout arrêté, Cindy Sander est anéantie. Il t'avait conseillé de ne pas répondre, hein, oui. De te faire oublier médiatiquement. Il m'a dit, faites-vous oublier, ne répondez absolument pas, soyez discrète. Je ne devais en parler à personne, les seuls qui étaient au courant, c'était notre pilier, c'était ma maman et ma belle-maman. Voilà, et mon fils, qui était tout petit, mais personne d'autre le savait. Donc mes amis me voyaient maigrir à vue d'œil. Après, on m'a décapé les cheveux, on m'a rasé les sourcils, on m'a épilé les tempes. Enfin, ça a été une transformation qui a été très, 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 très dure. Je partais à Paris, j'allais voir mon coach vocal, mon coach de sport. Je rentrais, j'étais finie. Ça a été très dur. Je mangeais du blanc de poulet et des œufs pendant des mois et des mois. Parce qu'il fallait que je maigrisse très très vite. Donc je me dis qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Tu as perdu combien de kilos en combien de temps? Alors avec Meugler, je crois que j'ai perdu une 40aine de kilos. Très, très vite. En combien de temps? Je crois qu'en 2 mois, 3 mois, je sais pas. C'était très vite. Très très vite. Et tu n'as pas eu de période où tu as repris quand tu as recommencé à réintroduire les aliments? Non. Le truc, c'est que je me rappellerai toujours que quand ma coach me dit aujourd'hui, tu vas rentrer à la maison, j'étais à Paris, et tu vas pouvoir manger une tomate. Donc, plus manger de fruits et de légumes pendant des mois, et d'un coup, on me dit vache. Donc, je suis allée au magasin, et là, partie de fou rire, je suis pendant 1 heure devant le stand de tomates parce que je veux trouver la plus belle, la plus fraîche, la plus... Voilà, je suis 1 heure à chercher une tomate. Et alors là, la saveur dans ma bouche, je ne peux même pas t'expliquer.
Ça a été pour moi un des meilleurs moments de ma vie de remanger une tomate. Et par la suite, s'ensuit une période où pendant des années, tu es la meneuse d'un spectacle extraordinaire, The Wild, un spectacle qui coûte plus de 10 millions d'euros. Oui. Et c'est toi qui tiens tout ça. Oui. Mugler me propose le show. Il me dit, voilà, je vais te présenter à Berlin, mais on ne va pas dire qui tu es. C'est moi qui décide qui va être l'artiste, mais je veux que tu passes devant les producteurs du Palace, anonymement. Et c'est ce que je vais faire. Oui, parce que ton nom avait une connotation de Exactement. mauvais buzz quelque part. Mugler s'est dit, il risquerait d'aller voir sur le net et de dire, oh non, juste par tous les blablas qu'il y a eu sur le net, de se dire, non, on n'en veut pas. Donc Mugler, il a dit, vous allez là-bas, vous êtes une Québécoise, vous vous appelez Cindy. Basta. Et on a même menti sur mon âge. et donc, c'était le jour du casting. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il sait que ça va être moi, mais pourquoi il veut me faire passer ce casting encore? Pourquoi? J'ai pas compris. Donc, je l'ai écouté, parce que depuis le début, j'ai toujours eu cette confiance comme si c'était mon papa de cœur. Je peux pas l'expliquer. Voilà, il y a des choses qui sont surnaturelles, on peut pas les expliquer. Il s'est pas un petit peu vu en toi, dans ton histoire? Oui, je pense qu'il a été touché par mon histoire parce que mon histoire lui rappelait un peu son histoire. C'est pas quelqu'un qui avait été à ses débuts raillé dans le milieu de la mode? Il a été raillé. Où certains ne croyaient pas en lui? Exactement. Avant qu'il devienne l'homme qu'il était. Il a beaucoup été raillé, il a beaucoup été moqué. Beaucoup de gens n'ont pas cru en lui. Et même bien avant ça, même bien avant ça, avant qu'il soit célèbre. Il devait avoir des blessures d'enfance, peut-être? Oui. Et quelque part, j'étais un peu sa petite poupée, voilà aussi. Et son challenge aussi quelque part. Et donc voilà, j'arrive au casting à Berlin. Et là, il y a les producteurs dans cette salle immense. Voilà, déjà arriver sur cette scène, ça a été énorme pour moi. Et là, je me mets, le pianiste pose au piano, jamais répété avec lui. Et je chante. Il y a des candidats derrière qui attendent de passer après moi. Et là, je chante une chanson de Shirley Bassey. Diamonds are forever, they are all I need to please me. Je chante ça et je chante une chanson d'Elvis Presley. Donc je commence par la chanson d'Elvis et je termine par celle de Shirley. Et là, la note finale, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, tu as alors d'abord le silence. Mais quand je dis silence, c'est... Moi, j'étais paniquée, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bon. Et c'est silencieux pendant quelques minutes. Et là, tu as les producteurs qui se lèvent et qui commencent à m'applaudir. Wir wollen diese Sängerin, nicht anders, diese Sängerin. Et là, je me dis, oh, c'est moi. Voilà. Et donc, ils ont arrêté le casting. Les candidats étaient encore dehors, les autres... et voilà. Et c'est comme ça que cette aventure a commencé. Et c'est plusieurs mois après qu'ils ont su qui j'étais réellement. Comment tu vis cette disparition? Comment tu vis la mort de Thierry Mugler? Je m'attends pas du tout à avoir cet appel. On se parle encore quelques semaines avant. Il m'évoque des projets, des beaux projets à l'étranger. Il veut pas me lâcher. Je peux te demander lesquels? Non, je vais pas les citer, mais il me parle d'endroits merveilleux, grandioses. Je peux me permettre de te dire ce que je pense? Oui. Une résidence à Las Vegas. Il me parle de projets très grandioses. Il me dit, vous êtes la nouvelle Céline Dion. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, moi je crois en vous et je ne vous lâcherai pas. Donc on parle de plein de belles choses. On s'envoie encore des petits messages quelques semaines avant. Et le dernier message, c'est un message pour Enzo, parce qu'il était très proche d'Enzo. Et ce qui est assez bizarre, c'est que moi qui suis très connectée spirituellement, une semaine, jour pour jour, le dimanche, donc une semaine avant, je me lève un matin, à la même période, mais à une semaine d'intervalle. Je me lève le matin et je sais pas, il se passe un truc comme si je savais au fond de moi que j'allais perdre quelqu'un qui allait presque m'anéantir, mais qui allait être un tournant dans ma vie. Et là, j'ai peur parce que je me dis c'est ma maman ou ça peut être mon mari. Je me pose plein de questions. Je me tire les cartes. Et là, je vois un décès. Et là, j'ai peur. Donc, je vis une semaine, mais horrible, où mon mari ne comprend pas ce qui se passe. Je dis même à ma mère et à ma belle-mère, je suis anéantie. Je vais perdre quelqu'un, je le sais. J'ai peur. Je sais que c'est proche.
Et je ressens la douleur, donc une semaine avant, jour pour jour, le dimanche. Et la veille donc qu'on m'appelle pour me dire qu'il est décédé, je fais un rêve. Et je vois mon papa, mon vrai papa, avec Meugler. Et tous les deux m'ont tendu la main. Il y avait une telle lumière, et dans la main, il y avait une étoile qui brillait. Voilà. Et Meugler a été comme mon papa de cœur. Je l'ai toujours appelé papa de cœur. Il m'a toujours appelé ma grande fille. Et il était en compagnie de mon papa. C'était la veille. Et le lendemain, je suis dans mon lit. Voilà, comme je le fais chaque soir, j'ouvre mes messages sur Instagram, des gens qui m'envoient des petits messages. Et là, le téléphone, il sonne. Et là, j'y crois pas. Je vais sur la page Instagram de Meugler et je vois une photo noire en annonçant le décès de Meugler, parce que j'y crois pas. Et là, là, je me dis, voilà, c'est fini. Tout est fini pour moi. Il y avait des signes? Il était malade? Non, il n'était pas malade, il allait très bien. Je l'ai encore eu quelques jours avant, au téléphone. Il avait plein de projets. Alors oui, il avait un rythme de fou, il faisait plein de choses, mais je ne m'attendais pas à ça. Comme j'ai perdu mon papa très brutalement, comme j'ai perdu ma sœur brutalement, mon autre frère brutalement, encore un autre frère brutalement. Et là, je me dis... et surtout que lui, ça a été mon Pygmalion, ça a été celui... Alors, je ne parle pas de mon mari, parce que mon mari a toujours été à côté de moi, mais je parle maintenant musicalement. Ça a été celui qui m'a... Je pense que s'il n'y avait pas eu lui, il n'y aurait pas eu de suite. Il n'y aurait pas eu de suite du tout. Et c'est grâce à lui que je suis cette femme aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis cette battante. Et je ne baisserai pas les bras aujourd'hui, parce que je lui dois tout. Il a mis les meilleurs coachs à ma disposition, il a dépensé une fortune pour moi, et il a toujours cru en moi, toujours. Et je ne peux pas aujourd'hui baisser les bras. Cette victoire, c'est pour lui. Ça a été tellement dur pour toi que tu coupes, peut-être comme une marque de respect, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu arrêtes tous tes contrats. Oui. Tu veux plus avancer sans lui, quoi. Non, je ne veux plus, je veux plus être signée Meugler sans lui. Alors oui, je sais que c'est un risque, je sais qu'avancer toute seule, peut-être, c'est un risque. Mais Cindy sans Meugler, voilà, ça n'a pas lieu d'être. Donc, je sais qu'il est à côté de moi dans l'invisible, et je préfère voler de mes propres ailes aujourd'hui, pour lui rendre honneur, pour lui rendre hommage. Et j'essaye de le faire au mieux, j'essaie de respecter tout ce qu'il m'a appris, que ce soit dans le visuel, que ce soit dans le chant, que ce soit... J'essaie. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de me faire un peu plus discrète sur certaines télés. J'essaie de... Alors, c'est pas évident parce que moi, je ne suis pas... Comment dire? Depuis mon début, j'ai toujours été mise dans une cage dorée, et encore plus avec Meugler, j'ai été mise vraiment dans une cage dorée. Donc, je n'ai pas ces compétences de producteur ou d'agent. Donc, depuis quelques mois, on gère ça avec mon mari. Il le fait merveilleusement bien. Mais j'espère un jour trouver le producteur qui sera à la hauteur de Meugler. Donc aujourd'hui, tu es prête à ouvrir un nouveau chapitre? Je suis prête, oui. Je sais que c'est une nouvelle page qui se tourne, et encore plus aujourd'hui, parce que maintenant, à mon âge, j'ai aussi envie d'être cette femme qui est au fond de moi et qui demandait qu'à éclore. Et puis c'est bizarre parce que je mets en œuvre tout ce dont j'avais peur avant, tout ce dont je ne voulais pas avec Meugler, être trop voyante, être bien apprêtée, très glamour, très femme, très sensuelle, faire toujours attention à ce que je dis, comment je le dis, pourquoi je le dis, faire attention aux moindres trucs. Et ça, c'est lui qui me l'a appris, et j'en avais peur, très peur, jusqu'à là. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lui qui me donne cette force de faire tout ça et de mettre tout ça en œuvre? Quelle histoire! Oui. Tu vois, en introduction, tu me disais, tu nous partageais les émissions qui ne te correspondent pas, que tu as refusées, Oui. mais est-ce que tu pourrais accepter un Danse avec les stars, un Masked Singer? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne voudrais plus faire, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aimerais faire. Parce que c'est la nouvelle Cindy. Je rêverais de faire un Danse avec les stars.
parce que j'ai toujours rêvé de danser, d'être au devant de la scène et de pouvoir danser, comme je l'ai fait à Berlin aussi. Donc je me dis, un Danse avec les stars, ce serait merveilleux. Ce serait un nouveau challenge dans ma vie. Et ouais, un Masked Singer. Pourquoi? Pour peut-être fermer le bec, c'est bien le mot, fermer le bec à certaines personnes. Parce que là, on ne saurait pas que c'est moi. Donc n'importe qui peut se cacher dans le déguisement. C'est incroyable cette histoire, moi, depuis le début. Tu sais ce que je retiens? Et c'est fou, parce que la vie, elle est de toute façon, par définition, paradoxale. Oui. Mais Cindy Sander, tu es autant ton négatif que ton positif. Tu es autant ton inconvénient que ta force. Oui. Parce que ce nom, tu l'as porté. Ce nom, parfois, tu voulais plus le porter. Oui. Tu le portes toujours et tu le brandis aujourd'hui comme un drapeau, quoi, qui te guide. Ouais. Je trouve ça si beau. On m'a demandé, là, il y a quelques temps de cela, de sortir une chanson, un peu style, en faisant sous la version de Sia, c'est-à-dire masquée, où on ne saurait pas pendant plusieurs mois qui est l'artiste. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que je me dis que non, tôt ou tard, après, il faudra le dire. Donc ce n'est pas assumer qui je suis aujourd'hui. Et non, j'ai envie qu'on m'aime pour ce que je suis réellement aujourd'hui. J'ai envie que même les producteurs français me fassent confiance, qu'on laisse voir un tout petit peu cette image que la Nouvelle Star m'a donnée de côté et qu'on puisse me donner cette opportunité de montrer juste l'artiste que je suis. Il y a des chanteurs avec qui je rêverais de faire un duo, comme Slimane, Julien Doré, parce que je me dis que ce serait un beau rebondissement. Alors, Julien Doré m'a donné cette opportunité. Maintenant, je sais que des personnalités telles que Slimane ne veulent pas s'associer avec moi. C'est malheureux à le dire, mais j'en suis sûre, parce que je lui ai lancé plein de messages. Je le dis très souvent dans mes interviews, c'est un artiste que je respecte. Et je pense qu'un artiste tel que Slimane pourrait montrer le véritable papillon que je suis. Voilà. Et maintenant, je laisse faire la vie. Je me dis que, voilà, s'il veut bien me donner cette chance, c'est quelque chose que j'irai au front, mais comme une battante, oui, parce que j'ai envie, aujourd'hui, de montrer aux gens. Parce que les gens, ils connaissent quoi? Ils connaissent Cindy Sander de la Nouvelle Star. Ils ne connaissent pas Cindy Sander, l'artiste. Encore aujourd'hui, je vais faire des dates de concert. Avant de commencer mon concert, je fais mes vocalises, et là, on me dit « Wow, c'est toi ?» Oui, c'est moi. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, même des plateaux, télé, chanter, je ne me souviens pas d'en avoir fait, à part la Nouvelle Star. En 15 ans, c'est quand même malheureux de ne pas avoir été une fois invité sur un plateau télé pour pouvoir chanter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que Slimane t'enverra un message sur ton compte Instagram, en DM. Moi, j'en suis persuadée. Ton compte Instagram, Cindy, c'est Cindy Sander, _off. TikTok aussi, tu es très active. Hein. Oui, depuis peu, depuis le confinement, j'ai envie de donner un peu plus aux gens. Je leur parle de ma perte de poids. Tout est gratuit en plus et c'est ce que les gens aiment, cette simplicité aussi, ce contact, ce rapport très familial. Je leur donne tout, le côté spirituel, la méditation, le sport, un peu de chant aussi, la mode. Voilà, j'adore la mode. Je rêverais de défiler pour Jean-Paul Gaultier, par exemple. Donc je me dis, oui, il faut changer les codes. Il faut qu'en France, une fois pour toutes, on casse ces codes. Il est temps. Et ces codes à casser, vous les retrouverez dans le livre de Cindy aussi. Il est disponible de partout. Il est disponible. Oui, ok, on peut l'acheter en ligne aussi. Oui, et voilà. Vous pouvez aussi sur mon compte Instagram, il y a un petit lien, cliquez dessus et vous exactement, il s'appelle De l'ombre à la lumière et je vous recommande de le lire parce que vous aurez vraiment tous les détails de la vie de Cindy Sander du début, pas jusqu'à la fin, jusqu'au commencement. Oui, parce que c'est un nouveau commencement maintenant. Exactement. C'est jusqu'à The White et la nouvelle page se tourne. Exactement. Cindy, merci. Pour l'honneur que tu as fait à ma communauté et à moi-même de nous partager un bout de toi, de nous partager quelque part ton histoire. J'ai adoré notre entretien. Voilà, j'ai bu tes paroles, je t'ai écouté, j'étais à fond dans l'histoire. Vous nous dites, vous aussi, comment vous avez perçu cette interview, les confidences en toute intimité de Cindy. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Et nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Et d'ici là, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, bye bye.